Nous allons parler aujourd'hui de la situation sécuritaire au Nord Kivu et de l'apport du gouvernement au processus électoral qui va couvrir 2013 jusqu'à 2016. Comme vous le savez, les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées en ce moment même à la traque des éléments résiduels de l'ADF, ces rebelles ougandais et d'autres groupes armés au Nord Kivu. Les instructions du président de la République, Joseph Kabila, commandant suprême des forces, à nos troupes déployées sur le théâtre des opérations sont claires. En finir avec le désarmement de toutes les forces négatives qui continuent à s'aimer la mort dans cette province martyre. Cette opération, baptisée Sokola 1 par son initiateur, bénéficie maintenant de l'appui de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est fier des exploits de nos vaillants officiers, sous-officiers et soldats au front et leur réitère ses sincères félicitations. Il salue par ailleurs la détermination jamais démentie de Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces, qui a su mener à bonne fin cette campagne salutaire pour éradiquer les fauteurs de guerre dans leur dernier bastion, en dépit des actes incessants de provocation que certains compatriotes inconséquents multiplient à longueur de journée pour le distraire et désorienter les forces de sécurité dont on sait pourtant qu'elles ont encore fort à faire à mettre fin aux dernières scories de la guerre d'agression. Obligé de décamper face au rouleau compresseur des FARDC, le dernier carré des forces négatives au Nord Kivu en déshérence n'hésite plus, en désespoir de cause, à des actions que les Anglais appellent « hit and run », frapper et courir, contre des cibles civiles, et même les casques bleus de la MONUSCO qui appuient les forces régulières par des actes de terrorisme. Cette agitation criminelle forcenée révèle une chose, c'est que ces criminels endurcis sont aux abois et qu'ils essayent, dans une caricature de baroud d'honneur, de s'auto-entretenir dans l'illusion d'une prolongation par des actes de violence aveugles des ultimes instants d'agonie de leur groupe armé. Le gouvernement réitère son souhait à cet égard de voir tous les signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba se mobiliser effectivement pour la mise en œuvre de leurs engagements. Il est malheureusement un fait indéniable aujourd'hui que la République démocratique du Congo reste seule en première ligne à cet égard. En tout état de cause, le gouvernement de la RDC continue à prendre à bras-le-corps la problématique de la pacification et de la sécurisation du territoire national. Avec ou sans la coopération de certains voisins qui traînent encore les pieds en l'espèce, la République démocratique du Congo est décidée à avoir raison de toutes les manœuvres de déstabilisation dont elle est victime depuis plus de 15 ans et à reprendre sa place de locomotive économique et géostratégique de notre région, en accélérant le rythme de sa révolution de la modernité. La révolution de la modernité qui est le nouveau nom du développement chez nous. Vous avez constaté, mesdames, messieurs de la presse, comme l'ont fait quelques-uns parmi nos illustres invités au sommet du COMESA et au 2e Forum mondial des femmes francophones qui viennent de se tenir à Kinshasa, qu'en dépit aussi bien de la guerre que de l'action de sape systématique et obstinée de quelques politiciens à l'ego surdimensionnés, les institutions en place dans notre pays ont maintenu le rythme de la reconstruction
le rythme de la modernisation du pays. Les chaleureuses félicitations ainsi que les commentaires très élogieux entendus de la bouche de nos hôtes, chefs d'État, de gouvernement et de délégation lors de ces deux événements sont pour tous les Congolais et pour le gouvernement un motif de fierté et un encouragement à persévérer. Pour en revenir au Nord Kivu, après la destruction des principales places fortes de l'ADF sur le territoire de Béni et la réouverture de l'axe routier entre Mbao et Kamango, nos troupes mettent maintenant le cap sur les derniers bastions de ces forces négatives. Le gouvernement de la République apprécie à cet égard l'appui apporté la semaine dernière à cette opération Soukola 1 par nos partenaires de la MONUSCO qui ont effectué en appui au FARDC des tirs par hélicoptère sur un réduit des forces négatives ougandaises de l'ADF. Il apparaît assez clairement que le modus operandi de l'ADF, réfractaire au désarmement volontaire, tend plutôt à muter. Nos troupes là-bas se trouvent de plus en plus confrontées à des actes de terrorisme urbain. Le week-end dernier, vous l'avez su, 2 obus largués en pleine ville de Béni ont fait plusieurs blessés parmi nos compatriotes. Nous devons à cet égard épingler la campagne déloyale d'intoxication qui a tenté d'attribuer cet ignoble forfait aux éléments des FARDC en garnison dans cette ville. Il a fallu attendre que des témoignages des victimes et de leurs voisins qui avaient vu 2 individus descendre de moto et effectuer les tirs pour que la vérité soit rétablie. Un jour plus tard, lundi 3 mars, c'est une patrouille de la MONUSCO qui a été victime d'une grenade lancée par 2 individus à bord d'une moto. 5 casques bleus ont été blessés, dont 2 grièvement. Faut-il rappeler que c'est dans les faubourgs de Béni qu'avait été abattu quelques jours avant le lancement de l'opération Soukola le regretté général de brigade Mamadou Moustapha Ndala, mortellement atteint par un tir de roquette. Un crime sur lequel la justice militaire congolaise, au plus haut niveau, est en train de mener des enquêtes fouillées sur place à Béni. Cette évolution de la situation à Béni et aux alentours appelle au moins 2 observations de notre part. Premièrement, il n'est pas exclu que dans une zone contrôlée dans ces grands axes par les forces régulières, des forces négatives agissant clandestinement avec des complicités locales commettent leur sale besogne. La notion de contrôle d'une région perturbée mérite donc d'être souvent nuancée. Elle ne doit pas être confondue avec la plus ou moins confortable autorité qu'exerce la police, par exemple, dans une paisible bourgade après une manifestation tout aussi paisible d'un syndicat ou d'un parti politique. Ici, nous sommes en zone opérationnelle, militairement. Deuxièmement, la reddition de groupuscules armés qui écumaient le Grand Nord n'est faite qu'à près de 80%. C'est la raison pour laquelle le commandement des FARDC a lancé la 3e phase de l'opération Soukola dans cette zone qui est la phase du nettoyage et du ratissage pour poursuivre ces éléments criminels jusqu'à leur dernier retranchement. Dans le territoire et dans la ville de Béni se trouvent malheureusement quelques compatriotes, acteurs politiques congolais, dont les liens avec ces divers groupes criminels sont aujourd'hui avérés. Des armes de tout calibre, héritage des guerres récurrentes fomentées depuis l'extérieur, avec l'appui de ses compatriotes, y circulent allègrement. De toute évidence, en fuyant les forêts qu'ils avaient squattées pendant des décennies sous les coups de boutoir des FARDC, certains criminels de l'ADF se sont repliés dans quelques grandes agglomérations du Grand Nord
où ils se cachent grâce à l'entregent de leurs complices locaux. Les services d'intelligence situent à ce niveau l'origine des actes de terrorisme urbain que nous déplorons aujourd'hui. Et c'est le lieu de mettre de nouveau en garde les membres de cette rébellion ougandaise et ceux qui le soutiennent, de même que ceux de la rébellion rwandaise, des FDLR, et les autres résidus des groupes armés encore actifs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, dans leur propre intérêt, ils doivent déposer maintenant les armes. Ils doivent se rendre aux autorités militaires congolaises ou à la MONUSCO afin d'être rapatriés vers leur pays d'origine pour les étrangers ou inscrits au programme de démobilisation, désarmement et réinsertion sociale pour les Congolais. C'est le seul moyen pour eux de renouer avec une vie normale. La coopération des hommes et des femmes de l'ensemble des territoires et des entités territoriales du Grand Nord avec les forces de sécurité de leur pays est indispensable pour faire avancer les enquêtes diligentées sur place. Nous invitons par ailleurs la très courageuse société civile du Nord Kivu à mieux aider le gouvernement et ses services, ainsi que les cours et tribunaux, à traquer les auteurs, qu'ils soient civils ou militaires, des crimes et délits qui se commettent sur cet espace et qui victimisent nos populations déjà meurtries par une guerre atroce et injuste, en mettant à leur disposition des relations de fait suffisamment élaborées pour permettre que la justice passe. Il faut dire à ce sujet que les généralisations indifférenciées et désincarnées que nous lisons souvent ne paraissent pas de nature à permettre une répression prompte et certaine de tels crimes. Signalons une autre performance des FARDC qui viennent de récupérer quelques localités du nord-ouest de Massissi Centre qui étaient sous la férule du groupe armé APCLS du seigneur de guerre Janvier Kalaïri et leurs alliés du groupe Maïmaï Nyatura. Ces groupes armés nationaux refusent encore de rendre les armes. Il s'agit notamment des localités de Kibarizo, Mouanga, Boutare. Ces éléments négatifs sont accusés, entre autres, de massacres et autres exactions commis sur les populations civiles de Massissi, au cours desquels la MONUSCO avait compté une quarantaine de morts, des crimes pour lesquels ils auront à répondre. Le deuxième point concerne le gouvernement face au processus électoral. On parle beaucoup du processus électoral 2013-2016 ces jours-ci. Le gouvernement de la République voudrait, de prime abord, rassurer l'opinion publique congolaise de sa volonté de jouer sa partition, toute sa partition, dans le cadre de ce processus électoral. Celle-ci concerne naturellement d'abord la sécurisation des opérations électorales et ensuite les moyens financiers et logistiques à mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante pour lui permettre de mener à bien sa mission. Il s'agit d'un engagement sérieux qui procède d'une instruction formelle du président de la République qui a annoncé les couleurs en déclarant récemment qu'avec ou sans soutien extérieur, la Constitution congolaise sera appliquée. Du reste, une première tranche du financement des opérations par le gouvernement pour l'année budgétaire en cours 2014, soit 9,5 millions de dollars américains, a d'ores et déjà été versée à la Commission électorale nationale indépendante. Les autres décaissements se poursuivront normalement. Le pessimisme n'est donc pas justifié au sujet de la détermination des institutions de la République et particulièrement du gouvernement à remplir leurs obligations à l'égard du processus électoral. Le gouvernement qui a déjà eu, comme on le sait, à prendre en charge le coût des élections législatives
et de l'élection présidentielle 2011 salue la disponibilité exprimée par d'importants partenaires comme l'Union européenne d'apporter leur contribution au processus électoral 2013-2016. Il faut dire que l'appréciation de la situation et des perspectives congolaises par le commissaire européen Andris Pilbags en visite à Kinshasa a été plus positive que ne le laissent croire certaines chroniques qui ont été faites là-dessus. Il n'a en aucune manière remis en question les concertations nationales qui ne viendraient à l'idée d'aucune personne de bon sens d'opposer à l'accord cadre d'Addis Abeba, bien au contraire. On se rappellera que le président de la République, Joseph Kabila, qui avait pris l'initiative de ces concertations à l'échelle nationale, les avait clairement intégrées dans le dispositif de l'accord cadre d'Addis Abeba. Une démarche pour laquelle notre président a été félicité par tous nos partenaires, y compris par le commissaire européen Andris Pilbags, qui a émis le souhait que ce dialogue se poursuive et s'élargisse à ceux qui hésitent encore. Aucun des interlocuteurs européens du chef de l'État et du gouvernement ne leur a demandé, comme on a lu ici et là, la convocation d'un prétendu nouveau véritable dialogue. Tous se sont réjouis de constater que la République démocratique du Congo est engagée dans la mise en œuvre de nombreuses résolutions pertinentes des concertations nationales à travers le comité de suivi. Des résolutions parmi lesquelles celle de maintenir la porte ouverte pour l'élargissement de l'assiette de la cohésion nationale à l'intention de ceux qui ont hésité à se joindre aux concertations. Une résolution dont les Européens encouragent vivement la mise en œuvre. Il n'est donc pas correct de faire dire aux visiteurs européens ce qu'ils n'ont jamais dit. Les plus hautes autorités de la République démocratique du Congo partagent avec leurs partenaires de l'Union européenne l'espoir de voir l'accord cadre d'Addis Abeba devenir réalité. Sinon, pour quelles raisons serions-nous si avancés, nous, RDC, dans la mise en œuvre de cet instrument international par rapport à bien d'autres signataires? Mesdames, Messieurs, depuis que la Commission électorale nationale indépendante a présenté à l'Assemblée nationale et aux autres institutions de la République une variété d'hypothèses susceptibles d'être mises en œuvre pour permettre l'élaboration de la feuille de route du processus électoral 2013-2016, les débats à ce sujet se sont multipliés. Il faut se réjouir de cet engouement qui n'en est qu'à ses débuts et qui reflète en fait la bonne santé démocratique de notre pays. Certains ont crié à une tentative de révision de l'article 220, relançant en fait un débat suranné et du reste totalement vidé par l'histoire immédiate de la République. On devrait leur rappeler que toute révision de la Constitution n'est pas anticonstitutionnelle. Elle n'est anticonstitutionnelle que si elle touche l'article 220. Une révision faite conformément aux prescrits et dictée par la loi fondamentale elle-même n'est pas un acte répréhensible. C'est ce que les éditorialistes de la chaîne nationale RTNC avaient fait observer le 18 février dernier, jour anniversaire de notre loi fondamentale, lorsqu'ils ont dit, je cite, « La Constitution de la République doit être respectée dans sa globalité. Nul ne peut permettre ce qu'elle interdit, nul ne peut interdire ce qu'elle permet. » Fin de citation. Il convient donc de recadrer ce débat sur la révision constitutionnelle qui relance en fait une nouvelle polémique. Plusieurs points de friction défraient la chronique au sujet de ce processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante, dont ce sont les compétences exclusives, aura à y répondre le moment venu. Le gouvernement se limite à encourager sa démarche prospective et transparente qui consiste à partager au préalable les réflexions
avec toutes les couches socio-professionnelles de notre pays à ce sujet. Mesdames, Messieurs, le 28 février, le comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo a appelé dans un communiqué le gouvernement de la République démocratique du Congo à garantir la souveraineté de notre pays en prévoyant dans son budget les dépenses inhérentes aux élections avant de compter sur l'appui financier de nos partenaires traditionnels. Le gouvernement considère cette interpellation faite par les responsables de l'Église catholique de notre pays, de même que la plupart de leurs propositions adressées à la Commission électorale nationale indépendante, comme une importante contribution citoyenne de leur part. Sur le fond, s'agissant particulièrement de la proposition d'organiser des élections des chefs de secteur, bourgmestres, conseillers municipaux, députés provinciaux au suffrage universel direct, nous aurions souhaité que la CENCO aille jusqu'au bout de sa propre logique. En effet, les évêques ne semblent pas avoir suffisamment pris en compte le coût exorbitant d'une élection au suffrage universel direct pour un pays comme le nôtre. Multiplier des scrutins à plusieurs centaines de millions de dollars chacun est de toute évidence au-dessus des moyens financiers de la République démocratique du Congo. Tout en faisant nôtre la préoccupation de la Conférence épiscopale nationale du Congo vis-à-vis des pratiques de corruption qui caractérisent souvent les élections indirectes, force est pour le gouvernement de faire la politique de ses moyens. On peut rappeler à cet égard que même dans la plupart des pays de vieille démocratie qui disposent de plus d'épaisseur financière, comme la France et la Belgique, et qui nous inspirent souvent dans nos législations, les élections de ce niveau se déroulent toujours au scrutin indirect pour des raisons budgétaires évidentes. L'expérience des élections de 2011, qui ont été financées entièrement par le gouvernement congolais, nous a démontré à quel point il est sage de ne pas rendre la programmation du processus électoral trop dépendante des promesses d'appui financier extérieur. C'est une question d'efficience et la Conférence épiscopale nationale du Congo a tout à fait raison d'insister sur la nécessité de préserver autant que possible la souveraineté du pays en cette matière. La question essentielle est celle de savoir à quoi pourraient bien nous servir des élections Rolls-Royce, c'est-à-dire le scrutin universel direct à presque tous les niveaux, si nous n'avons aucune assurance de leur financement à 100%. On notera par ailleurs que cette proposition de la Conférence épiscopale nationale du Congo est en contradiction avec la loi électorale en vigueur actuellement dans notre pays. Cette loi, c'est la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011. En vertu de cette loi, le suffrage universel direct est appliqué à 5 catégories d'élections. L'élection du président de la République, article 101, alinéa 1er. L'élection des députés nationaux, article 118, alinéa 1er. L'élection des députés provinciaux, article 144, qui renvoie à l'article 118. L'élection des conseillers municipaux, article 193, qui renvoie à l'article 118. L'élection des conseillers de secteur et ou de chefferie, article 209, qui renvoie à l'article 118, qui prévoit le suffrage universel direct. Par contre, le suffrage universel indirect est prévu par la loi électorale en vigueur pour les sénateurs, article 130, alinéa 1er, les gouverneurs et vice-gouverneurs de province,
article 159. Les maires et maires adjoints, article 183. Les conseillers urbains, article 175. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints, article 199. Les chefs de secteur et chefs de secteur adjoints, article 215. On se rend donc bien compte que la seule nouveauté, dans l'hypothèse de la CENI évoquant la problématique d'une élection indirecte, ne concerne que l'élection des députés provinciaux. À cette nuance près, la plupart des considérations qui sont reprises dans le communiqué des évêques catholiques de la République démocratique du Congo sont partagées par le gouvernement, à commencer notamment par le fait que les signataires du communiqué considèrent les efforts pour rétablir la sécurité dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et la province du Katanga, ainsi que l'organisation des concertations nationales et la mise en place du comité de suivi des résolutions de ces assises comme, je les cite, des événements heureux. Fin de citation. Le gouvernement note avec intérêt l'engagement de l'Église catholique à accompagner le processus électoral dans notre pays, notamment par la formation à l'éducation civique. C'est à notre avis une des contributions les plus utiles et les plus attendues de la part de la société congolaise. Le gouvernement partage le souci exprimé par les évêques catholiques dans leur communiqué lorsqu'ils en appellent à la volonté politique des gouvernants et à la mobilisation de toute la population congolaise pour que le processus électoral se passe dans la paix et la vérité, la transparence et le respect des délais constitutionnels. Certains de nos critiques, et qui critiquent aussi bien les institutions que le processus électoral qui se met en place, ont essayé de jeter le trouble dans les esprits avec une interprétation incendiaire de ce communiqué de l'épiscopat, alors qu'ils sont eux-mêmes en totale contradiction avec le souci de paix et de conciliation que le gouvernement partage entièrement avec la conférence épiscopale nationale du Congo. Tout se passe comme si cette interprétation était le fait de ceux qui contestent un processus qui n'a pas encore commencé. Le gouvernement est en outre d'accord avec la conférence épiscopale nationale du Congo au sujet du caractère incontournable de l'appurement des arriérés électoraux, aussi bien ceux de 2006 que de 2011, appurement qui constitue, selon le communiqué des évêques, un gage de l'assise de la démocratie et du renforcement de la cohésion nationale dans notre pays. Le gouvernement reconnaît la pertinence de la préoccupation des évêques congolais pour la consolidation de la jeune démocratie congolaise en permettant aux populations de se choisir directement leurs dirigeants. La question est, la RDC dispose-t-elle des moyens budgétaires pour se payer autant de scrutins directs? Quoi qu'il en soit, seule la Commission électorale nationale indépendante a la prérogative de décider en toute indépendance des propositions qu'elle peut faire aussi bien au gouvernement qu'à l'Assemblée nationale. Le gouvernement qui peut introduire des projets de loi correctifs à l'Assemblée nationale. Il n'est pas souhaitable que l'évolution du débat sur cette matière tende à faire croire que l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante peut être altérée par ceux qui auraient un avis contraire à la sienne. Le gouvernement encourage, encore une fois, la Commission électorale nationale indépendante à poursuivre avec sérénité ses concertations avec toutes les personnes morales et physiques concernées par le processus électoral. Je vous remercie. Merci. Bon, nous passons directement à la deuxième partie. Nous prenons les 3 premières questions pour le premier tour et puis 3 autres questions vont intervenir après.
Merci, Monsieur le ministre. Richard Chako, RTGA.